tandis que Christine prévoyait pour Toto d'innombrables liaisons qui pour la plupart ne le satisferaient pas, avec des débuts passionnés, des ruptures inachevées, le tout se passant dans l'appartement dont elle avait commencé à se détacher sentimentalement. Le mieux serait qu'il trouve un travail, mais même cela paraissait invraisemblable. Le Comus de Milton, qu'il avait monté à Oxford, lui avait fait imaginer une vie de théâtre. Un travail, et aussi un appartement ailleurs, avec l'aide de Fibiche, où il pourrait veiller sur lui, sans être mis en contact quotidien avec ce personnage usant. À propos de l'avenir de Toto, elle envisageait des discussions sans fin qui allaient occuper tout ce qu'il leur restait de vie à Fibiche et à elle. Mais en même temps, il y avait du soleil ou du feu dans son imagination. Il fallait arriver à concilier le tout, et c'était à elle, au prix d'un immense effort, de faire en sorte que cela se produise. Sa fatigue physique réelle devenait insignifiante eu égard au poids du devoir qu'elle sentait peser sur ses épaules. Le lendemain, elle s'assit d'un air décidé à son bureau. « Mon cher fils, écrivit-elle, car un jour il avait été cela, et dans un coin de son esprit, celui où tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes impossibles, il l'était encore. Mon cher fils, tu vas bientôt avoir terminé Oxford, et nous nous demandons, papa et moi, si tu as réfléchi un peu plus à ton avenir. Le théâtre, comme tu dois déjà le savoir, est une profession bien encombrée, bien incertaine. Nous avons pensé que ce serait peut-être une bonne idée de chercher du côté de la BBC. Il y a là d'excellentes émissions théâtrales où tu serais parfait. Naturellement, nous t'aiderions tout le temps nécessaire jusqu'à ce que tu te débrouilles. Mais tu dois vouloir voler de tes propres ailes, maintenant que tu t'es habitué à vivre loin de la maison. Est-ce que tu as un ami à Oxford qui partage tes idées? Papa et moi serions ravis si vous décidiez de prendre un appartement à deux, et ce serait facile à arranger. Nous voulons te voir installé, bien sûr, c'est ce que souhaitent tous les parents, et je sais combien ça peut t'agacer. Mais il est temps de prendre des décisions, ou au moins de penser à en prendre. La vie est tellement plus agréable quand on a des choses intéressantes à faire toute la journée et un endroit sympathique où rentrer le soir où l'on peut recevoir des amis. Naturellement, tu peux le faire ici, mais papa et moi, nous aimons le calme, comme tu sais, et ça nous serait pénible de t'embarrasser. Promets-moi d'y réfléchir et de nous dire assez vite ce que tu as l'intention de faire. Tu nous as énormément surpris par des talents dont nous n'avions jamais rêvé, et nous souhaitons de tout cœur que tu vives heureux. Malheureusement, les parents ne peuvent pas toujours assurer cela à leurs enfants. Aussi, nous te demandons instamment de faire en sorte de te trouver la place qui te revient en ce monde et de ne pas laisser se gaspiller ces dons précieux. Nous allons bien et nous pensons beaucoup à toi. Ne travaille pas trop dur. Je sais que les derniers examens seront éprouvants, mais je sais aussi qu'ils valent la peine d'être pris au sérieux. Mon petit, écris-nous pour nous dire ce que tu penses de tout ça, et nous ferons de notre mieux pour t'aider en tout. » Alors qu'elle se demandait comment terminer cette lettre sans se montrer trop insistante, son attention fut attirée par une ombre à la fenêtre animée de mouvements cadencés. Les extrémités d'une échelle, appuyée contre le rebord de la fenêtre, signalaient la visite mensuelle de Mr. Crickmay, le laveur de carreaux. Bientôt un visage rond et rougeaud apparut dans son champ de vision. Une main lui fit signe. Christine salua à son tour et fit le geste de lever une tasse pour boire, en tenant dans la main gauche une soucoupe imaginaire. Mr. Crickmay mima la satisfaction, comme il le faisait toujours, et elle fut heureuse de se lever pour aller dans la cuisine, disposer des tasses et des assiettes sur un plateau. Mr. Crickmay était là, personnage emblématique, l'échelle d'une main et le seau de l'autre. Il refusait toujours de s'asseoir et déposait avec précaution son échelle dans un coin avant de boire sa tasse de thé. Elle accueillait ses visites avec plaisir. C'était un homme assez âgé, fragile des poumons, et
et elle se disait qu'il ne devrait peut-être pas rester dehors par tous les temps, les mains toujours dans l'eau, mais il travaillait pour lui et il était admirablement indépendant. Depuis la mort de sa femme, il se démenait, il prenait des cours de cuisine le soir, et il avait l'air d'un homme satisfait, occupé toute la journée, comme elle venait de le recommander à Toto, bien qu'il eût dépassé largement l'âge de la retraite. C'était un bon laveur de carreaux, et il ne se plaignait jamais. Aucun temps ne le décourageait. Il était devenu, en outre, une sorte de cuisinier gourmet, et elle aimait se faire raconter comment il s'occupait de lui. Ce jour-là, cependant, il n'avait pas son aisance ordinaire, et il eut même un mouvement maladroit inhabituel qui faillit faire tomber l'échelle. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, madame, dit-il en refusant les biscuits d'un geste, mais en buvant une grande gorgée de thé. Mon petit chien est mort. Oh, Mr. Crickmay, dit Christine, je suis désolée. Oui, le pauvre Jip n'est plus, la vieillesse, vous comprenez. On aurait dit qu'il savait que son heure était arrivée. Je lui ai acheté un bon petit steak, et je le lui ai cuit pour qu'il n'ait pas mal aux dents, mais il n'en a pas voulu. J'ai essayé de lui en mettre un morceau dans la gueule, mais il l'a laissé tomber. Alors, je l'ai emporté au jardin pour qu'il prenne l'air, mais il ne bougeait pas. Finalement, nous avons dû aller chez le vétérinaire. Miss Bannister, une dame très gentille. Elle lui a fait une piqûre. Je l'ai tenu dans les bras jusqu'au dernier moment. Deux larmes se formèrent avec difficulté dans ses petits yeux très bleus. Il sortit un grand mouchoir rouge et blanc et les essuya sans tenter de se cacher. « Je suis désolée, Mr. Crickmay, répéta Christine, qui était sincèrement attristée. Je sais que c'était une compagnie pour vous. C'est bien ça, madame, une compagnie. Je l'avais avec moi toute la journée dans la camionnette, et quand nous étions de retour à la maison, je prenais sa laisse, et il m'attendait à la porte pour que je l'emmène au jardin. Alors, naturellement, il me manque. « Vous pensez prendre un autre chien ?» demanda Christine en lui tendant une autre tasse. « Oh non, après Jip, je ne pourrais pas en avoir un autre. Je me suis dit qu'il fallait que je me trouve une occupation. Mon ami m'a proposé la pêche à la ligne. »« Votre ami de Brighton ?» Car il allait passer des week-ends dans une famille. Il avait été dans la marine avec le mari, et depuis la fin de la guerre, ils étaient restés très proches. « Oui, il m'a dit qu'il m'emmènerait pêcher pour voir si ça me plaît. Voyez-vous, ajouta-t-il avec tristesse, j'ai tout mon temps maintenant. J'espère que vous n'allez pas nous quitter, Mr. Crickmay. Non, madame, c'est le travail qui me fait tenir. Et puis, j'ai mon petit appartement. Non, ce sera pendant les week-ends. Comme ça, je n'aurai pas trop de chagrin. J'ai fait les ailes de poulet à la sauce de citron dont vous m'aviez parlé, dit Christine. Mon mari les a trouvées délicieuses. Son visage s'éclaira. Et c'est très bon sur un lit de riz, dit-il. Vous les avez servis avec du riz ? Exactement, affirma Christine. Ça a été un grand succès. Quelquefois, je râpe un peu de zeste de citron dans le riz, continua-t-il. C'est très exotique. Eh bien, madame, je dois vous laisser. J'ai encore Mrs. Humphreys à faire. Ne désespérez pas, Mr. Crickmay, dit Christine en posant une main sur son bras. Il sourit bravement. Jamais. Il se passe tellement de choses, n'est-ce pas? Il y a tellement de gens plus malheureux. Je me souhaite toujours un autre coup de chance, comme Jip. Je vous en souhaite autant, madame, si vous me permettez. Elle était profondément émue. Devant elle se tenait un vieil homme massif, vêtu d'un pantalon de grosse toile bleue et d'un vieux gilet vert, courageux, un héros de la guerre, dans l'eau glacée jusqu'à la taille, hissant son camarade pour le sauver, honnête et simple comme on n'en faisait plus, lui semblait-il, et donc, inévitablement, bien loin de ses propres élucubrations. Il se dirigea vers la porte d'un pas incertain, et elle eut peur à l'idée qu'il allait grimper à l'échelle. « Pas trop fatigué, Mr. Crickmay ? Non, non, madame, il ne me reste plus que Mrs. Humphreys. Qu'allez-vous manger ce soir ? J'ai pensé faire des côtelettes d'agneau forestières, avec du riz à la place des pommes de terre. Je dois me surveiller. » Il tapota, son estomac rebondit. « Quelle bonne idée! Je ferai peut-être la même chose. »
Ils discutèrent de la manière de réussir les côtelettes à la perfection, et il se trouva finalement sur le palier. « N'abandonnez pas, Mr. Crickmay. »« Jamais, madame, c'est ce que je me dis tous les matins. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'était un plaisir de vous voir comme toujours, madame, et merci pour le thé. » Ils se serrèrent la main comme d'habitude, et Christine fut à nouveau seule. L'éclat des fenêtres s'atténua, et le ciel qui s'assombrissait plongea petit à petit la pièce dans la pénombre. Christine retourna dans le salon très agitée. Elle comparait avec le sien le chagrin sincère que Mr. Crickmay exprimait sans détour, et elle se frappait les poings. « Nous ne sortons pas assez, pensa-t-elle. Nous devrions voir davantage de monde. Au début de leur vie commune, ils allaient souvent à l'opéra, à des spectacles de ballet, au concert le dimanche après-midi. Ils aimaient souper tard. Avec l'arrivée des enfants, ces activités avaient été suspendues pour ne jamais recommencer. Elle se dit qu'avec un peu d'énergie, elle pourrait peut-être les rétablir, mais elle conclut que c'était impossible. Ils étaient tous désormais confinés chez eux, espérant le retour des enfants, heureux pourtant du répit que leur apportait leur absence. Ils étaient devenus modestes, réservés, un peu timorés malgré eux, ravis de regarder la télévision et de ne pas sortir dans la nuit, satisfaits du confort de leur chambre et soulagés de se coucher tôt. « Ça ne va pas, pensa Christine. Nous ne sommes pas encore vieux. Nous vivons trop bien, voilà tout. Nous nous sommes rangés, nous avons renoncé. » En pensant aux nombreux motifs de renoncement qu'elle pouvait trouver dans sa vie, elle eut un mouvement de répugnance pour cette paresse, comme si se préparait une vieillesse interminable, comme si elle-même devenait vieille sans résister, pour s'adapter à son mari. « Je vais organiser un dîner, pensa-t-elle. Je vais faire une fête pour Marianne et son mari. Son amie Belinda pourrait venir, et aussi ce pauvre jeune homme qui travaille avec Fibiche. Goodman lui avait toujours fait de la peine avec ses beaux yeux suppliants, bordés d'épais cils noirs tout à fait incongrus, des yeux de houri qui éclipsaient le reste de son visage indéfinissable, exprimant en permanence l'expiation. Quelle était la blessure de Goodman? Christine n'avait aucun moyen de le savoir, mais sa trace était évidente. C'était peut-être cela qui gênait Fibiche. L'efficacité, la loyauté de Goodman étaient incontestables. C'était un excellent secrétaire. Seulement on ne pouvait jamais lui faire assez de compliments pour soulager son anxiété. Cette anxiété était présente dans son ardeur à donner satisfaction, une ardeur toujours hors de proportion avec les travaux qu'il exécutait avec aisance. Il se dégageait de lui une atmosphère d'effort, il communiquait une tension. On aurait dit qu'il avait fait très tôt le vœu d'excellence absolue contre Dieu sait quel doute profond. Il vivait avec sa mère et lui était entièrement dévoué. Christine doutait qu'il se marie un jour. La vie avec maman avait influencé son comportement en société. Il s'extasiait et remerciait sans arrêt. N'empêche, pensa Christine, je l'inviterai. Et cet ami et cette amie de Marianne, qui ne cesse de se fiancer et de se défiancer. Belinda, en effet, continuait bizarrement à mener une vie de bâton de chaise. On pourrait peut-être la persuader de le prendre en main. Il faisait déjà sombre, mais elle décida d'aller quand même poster sa lettre avant le retour de Fibiche. Quand elle eut quitté la chaleur douillette de l'appartement, elle fut surprise par la fraîcheur du soir. Elle sentit le froid sur sa peau comme une couche de mercure, mais une fois hors de chez elle, elle n'eut plus envie de rentrer, et elle se promena jusqu'à la cathédrale, dont la masse hybride, rayée de rouge et blanc, se dressa devant elle quand elle traversa le parvis. Du café situé à sa droite, et probablement placé là pour le réconfort des pèlerins, venait une odeur répugnante de vieille cuisine. Derrière les grandes vitrines, elle vit des personnages affalés qui buvaient dans des tasses de plastique. Elle fut saisie d'indignation. Pourquoi n'avait-il droit qu'à cela? Son indignation persista quand elle fut entrée dans le bâtiment, étrangement chaleureux, bien que conçu
selon les règles de l'âge de l'acier, massif, hautain, vilain, spacieux et impressionnant. Elle passa devant le visage d'argent de l'effigie de Saint John Southworth, dont le corps, en dessous, n'était que poussière, et alluma un cierge comme à son habitude, par superstition plus que par piété. Gênée, elle alla vite se placer devant les rares fidèles, comme quelqu'un qui arrive en retard au théâtre et ne veut pas déranger ceux qui regardent le spectacle. Son embarras la distinguait des véritables croyants, le jeune homme en anorak, la jeune fille qui semblait n'avoir rien à faire dans cet endroit, la grosse dame qui était peut-être entrée entre deux réunions d'association, et lui fit sentir son isolement. Elle enviait ces gens-là, sans pour autant envisager de vénérer les saints obscurs du calendrier, susceptibles d'intercéder dans des cas particuliers. Contrairement aux fidèles, elle ne pouvait même pas prier pour des raisons spéciales ou demander quelque pardon, mais elle devait réprimer ses exigences, faire taire ses cris intérieurs et vivre en dehors du mythe de la protection. Elle n'avait aucune difficulté à rejeter la notion d'un père aimant. En ce qui la concernait, la divinité risquait d'être une version agrandie et majestueuse de Mr. Hardy, et cette idée la faisait frissonner d'horreur. Il valait mieux finalement porter son fardeau et continuer le combat sans aucune aide. Elle s'aperçut qu'il ne lui restait plus rien de sa confiance et de ses espoirs d'autrefois. Elle eut un nouveau sursaut d'indignation en pensant au café malodorant. Jésus aurait chassé ces commerçants, pensa-t-elle, et pourtant les exploiteurs prolifèrent sans cesse, et le pire, c'est que les gens leur sont reconnaissants. On les oblige à éprouver de la reconnaissance, et cette situation les rabaisse. Elle fit demi-tour, redescendit par un bas-côté, lutta contre la résistance de la porte à tambour. La chaleur de l'intérieur et le froid de l'extérieur lui apparurent comme un symbole. Elle avait hâte de rentrer chez elle à présent. De l'autre côté de la porte, il y avait une jeune femme encombrée d'une poussette. Christine retint la porte et la jeune femme la remercia. Christine regarda l'enfant dans la poussette et ne put s'empêcher de se détourner. La tête énorme, les traits aplatis comme par un pouce maladroit, elle souhaita que Dieu fût là pour la mère. Elle pensa qu'elle aurait dû mettre plus de tendresse dans sa lettre à son fils. Elle retourna dans l'église, acheta une carte postale, se força à entrer dans le café et sans toucher à la tasse qu'elle s'était fait servir, elle écrivit « Mon très cher petit, quand rentres-tu? Nous t'attendons. Nous t'adressons toute notre affection. » 10. Chapitre 10. Soudain, en une nuit, sembla-t-il, le printemps factice céda devant le retour du froid. Gelée matinale et brouillard givrant en fin d'après-midi. On recherchait en vain le soleil, mystérieusement étouffé, ou réduit à une tache blanchâtre, dans le ciel livide. Dans cette lumière déteinte, les volets et les jaunes des crocus paraissaient criards, presque choquants. Des fleurs roses grignotées par le gel noircissaient sur les arbres. Aussitôt consternée par ce renversement apparent des saisons, Phibiche se sentait doublement menacée. Son incapacité à vaincre un état d'alarme devenu habituel le décida en secret à retourner chez l'analyste qu'il avait vainement essayé de joindre par téléphone. Un répondeur l'informa que Mrs. Gebhardt était absente et ne rentrerait pas avant 3 semaines. C'était trop long. Phibiche ne pensait pas pouvoir attendre. Les jours suivants, il essaya de retéléphoner pour voir si Mrs. Gebhardt n'était pas revenue à l'improviste. Mais c'était toujours la machine implacable qui lui répondait. Finalement, il renonça, écœuré, et se jeta dans son fauteuil comme s'il était surpris
en plein stratagème indigne, un acte furtif et déshonorant, une mauvaise habitude ou une manie ancienne, qui d'ailleurs ne lui avait jamais réussi. Il aimait bien madame. Jamais réussi. Jamais réussi. Il aimait bien Mrs. Gebhardt, mais il était conscient de la force de sa volonté, et cela l'importunait. Elle semblait avoir plus à gagner que lui de ces sinistres visites. Or, il n'était pas là pour lui fournir des satisfactions professionnelles démesurées, comme si, chaque fois, après une brève lutte, elle l'avait envoyé au tapis. Il était là pour atteindre la lumière. Mrs. Gebhardt avait chassé cette idée fausse. Elle était là, avait-elle dit, pour le mener au cœur de l'obscurité. Là et là seulement, lui expliquait-elle, il trouverait ce qu'il cherchait. Mais quelque chose en lui s'était toujours rebellé à l'idée de poursuivre cet objectif, sous sa surveillance aimable et cependant rigoureuse. La découverte devait être spontanée, pensait-il, une sorte de rêve, une délivrance, quasi mystique dans sa plénitude soudaine, une apocalypse ou une épiphanie. Sans cette sanction mystique, la découverte, si découverte il devait y avoir, serait difficile, amère, et il la voulait instantanée, une lumière aveuglante, de telle sorte qu'il puisse en finir, s'en débarrasser, au lieu de la sentir accrochée à ses pas, obscurcissant ses heures de veille, l'accompagnant à chaque instant de la journée. Il rêvait d'un avenir plein de lumière, où le passé recevait l'absolution et le laisserait libre de vivre le restant de ses jours dans la paix et l'harmonie. Entre-temps, il consulta Hartmann. Hartmann était euphorique et nonchalant. « Laisse tomber, dit-il. Tu as une femme, un fils, un appartement convenable, pas mal d'argent. Que veux-tu de plus à ton âge? Une nouvelle enfance? Elle viendra bien assez tôt, crois-moi. De toute façon, qu'est-ce que cet homme peut faire pour toi? Mon analyste est une femme, expliqua Fibiche. Hartmann dressa l'oreille. Une femme? Hein? Jolie? Non, non. C'était le tour de Fibiche de se dérober. Entre deux âges, cheveux gris, incroyablement négligés. Hartmann eut l'air déçu. Et qu'est-ce qu'elle fait pour toi, cette femme? Elle écoute, dit Fibiche, pris de malaise à la perspective de décrire à Hartmann ces après-midi de silence où il ne trouvait rien à raconter. Elle veut que je lui parle de mon enfance. Dis-lui de s'occuper de ce qui la regarde, dit Hartmann. Ton enfance, tu l'as déjà passée une fois, pourquoi recommencer? Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je ne m'en souviens pas. Bien sûr, je me souviens d'être arrivé à Londres, de Covent Garden, de l'attente, tout ça je me le rappelle. Mais pour tout ce qui s'est passé avant, c'est le vide absolu. Je me dis parfois que je devrais retourner là-bas, essayer de retrouver la rue, la maison. Comme ça, je pourrais savoir que j'ai eu un commencement. Hartmann devint grave. Retourner à Berlin? Tu es fou? Fibiche parlait avec difficulté. Je me sens comme un survivant, comme si j'étais arrivé où je suis par accident, après un naufrage ou une catastrophe quelconque qui m'a fait perdre la mémoire, comme si je ne devais jamais me rattraper avant de savoir ce qui est arrivé avant. Hartmann soupira. Tu n'es pas un survivant, tu es un retardataire, comme moi, comme Yvette d'ailleurs. Tu as eu un mauvais départ. Pourquoi revenir au passé? Une chose est sûre, c'est que tu ne peux pas recommencer ta vie. Tu ne regardes jamais en arrière? Demanda Fibiche. Pas si je peux l'éviter, c'est bizarre, mais je me rappelle Munich. C'est-à-dire que j'en ai des images intermittentes. Ça m'a l'air beau, une bien belle ville, mais je n'y suis jamais retourné et je n'y retournerai jamais. Fibiche sourit. Quel est ton secret? Demanda-t-il. Le présent. Vivre dans le présent. Ma fille. Et, s'il plaît à Dieu, les enfants qu'elle aura. Et notre réussite? Ça ne représente rien pour toi? N'est-ce pas une bataille que nous avons gagnée, même si nous avons pris du retard? Mais Fibiche avait cessé de sourire en pensant à Marianne, à qui son fils avait dû causer du tort, et qui continuait à donner à Hartmann une joie sans mélange. Il m'arrive de penser que tout n'a été qu'un rêve, finit-il par dire, que tout est arrivé à quelqu'un d'autre, et je ne comprends rien à la personne, qui n'est pas moi, à laquelle c'est arrivé. C'est probablement toujours comme ça, dit Hartmann. On change tellement par rapport à ce que l'on était. Moi,
Le temps m'émerveille, je l'aime. Le temps m'a apporté cette belle existence, la nourriture que je mange, la famille qui me réjouit. Et si je suis arrivé là, après un parcours peu orthodoxe, je suis d'autant plus heureux, rien que d'y être arrivé, d'être là. Crois-moi, il n'y a que ça de vrai. Fibiche comprit, à l'expression de Hartmann, qu'il était inutile de continuer, inutile et méchant, car il comprenait aussi que Hartmann conservait en réalité quelque chose du passé, de son passé. Quelque part, dans le passé de Hartmann, il y avait eu la confiance spontanée de l'enfant qui est aimé, la robustesse, l'insouciance. Ces qualités qui avaient survécu étaient présentes depuis le début. Et avec le véritable don des gens solides, Hartmann n'était pas conscient de leur existence, de leurs racines, de leur origine. C'était un retardataire, mais seulement dans la mesure où il vivait mieux son âge mûr que les gens ne sont présumés vivre leur jeunesse. Hartmann éprouvait le soulagement de ne plus être le petit pensionnaire ou le soldat dans son uniforme grossier. Il avait triomphé de son enfance malheureuse en devenant un homme mûr et satisfait au seuil de la vieillesse et en jouissant des bienfaits de cet âge, non pas en pleurant les années perdues, mais en découvrant le plaisir voluptueux que pouvait apporter chaque jour. Regarde, nous nous en sommes tirés. Il aurait été indécent, impensable de gâcher ce plaisir. Renvoyer Hartmann à ce qu'il avait perdu aurait été une trahison et une lâcheté. Pour lui, ces pertes avaient donné une coloration à toute sa vie, comme un peu d'encre dans l'eau. Pour Fibiche, c'était complètement différent. C'était la faim, F-A-I-M, de connaître l'inconnu, une attente, un désir, non pas de réparation pour les pertes qu'il avait subies, il savait bien qu'elle était impossible, mais d'un apaisement par les faits concrets, par le détail circonstancié, par une histoire, une géographie. Il voulait savoir ce qu'avait été sa vie avant celle qu'il se rappelait. Il voulait marcher dans une ville étrangère où on le reconnaîtrait. Il imaginait l'expression de surprise sur le visage d'un vieillard. « C'est toi, le fils de Fibiche ? Tu jouais avec mes enfants autrefois. » Voilà ce qu'il désirait. Cela, et aussi la familiarité soudain retrouvée de la rue étrangère, ce café, ce théâtre, ce jardin, et sûrement à ce moment-là, un nouveau soleil exploserait dans le ciel pour ramener le printemps, l'été, pour redonner la force à son corps et le sommeil à ses nuits. Alors il pourrait dormir comme Toto, sans souci, sans méfiance. Alors il pourrait lui aussi éprouver la joie de la victoire, rendre le sourire à Christine et vivre le restant de ses jours en paix. Et l'amour serait enfin libéré, pas l'amour pitié, pas l'amour fringale, mais celui qui inspire une gratitude, tranquille et souriante. La délivrance qu'il avait toujours cherchée lui apporterait la disponibilité pour s'intéresser à d'autres vies que la sienne. Il n'en était pas plus près maintenant que lorsqu'il était jeune. Il s'en éloignait même de plus en plus, et craignait de ne jamais l'atteindre, s'il ne prenait pas bientôt des mesures radicales. Mais il savait qu'il était lâche, mesquin, faible, et que toute action lui faisait horreur. Il se dit que le moment de l'épreuve était venu, et que s'il n'agissait pas, il était perdu. C'est dans cet état pénible qu'il vécut les derniers jours de son ancienne existence, en sachant qu'il devait faire quelque chose, et en reculant toujours, affolé à la seule idée de provoquer un changement. La décision qu'il n'avait pas encore prise, mais qu'il allait bientôt prendre, devint tellement contraignante, tellement envahissante, qu'il ne pouvait plus penser à son fils, dont il devait envisager la vie future. C'est vraisemblablement à cause des difficultés multiples qui entouraient la seule évocation de Toto que Fibiche fuyait l'avenir pour retourner au passé, obscur ou lumineux, en tout cas irrésistible. Il se surprenait à essayer de se rappeler ou de ressusciter un paysage à l'intérieur qui restait toujours hors de portée et ne se rapprochait nullement en dépit de l'intensité de ses efforts.
Tout ce qu'il pouvait voir, c'était le petit garçon grassouillet, dans le fauteuil, le Voltaire, et c'était strictement tout. Même les murs de la pièce étaient absents, et ce qu'il désirait, de toutes ses forces, c'était un coin de papier peint, une plante dans un pot, un tabouret pour meubler cette pièce, où il avait dû être, mais il lui échappait, il lui avait toujours échappé. Il ne voyait mais il lui échappait, il lui avait toujours échappé. Il ne voyait aucun moyen de retrouver cette pièce, de la replacer dans une maison, de situer la maison dans une rue. Il explorait peureusement l'éventualité de retourner dans la ville qu'il n'avait pas vue depuis 50 ans, et qui, dans son esprit, avait été en quelque sorte rayée de la réalité. À première vue, raisonnablement et pratiquement, rien ne l'empêchait de prendre un billet d'avion et de se promener comme n'importe quel touriste dans cette ville, juste pour voir si quelque chose lui revenait. Son cœur battait plus vite à la seule idée d'une telle expérience. Une démangeaison de la nuque l'avertissait qu'il s'avançait en terrain dangereux. Et si rien ne lui revenait, que pouvait-il retirer d'une ville dont chaque atome d'histoire et de géographie avait été bouleversé, et dont sa seule relique était le souvenir d'un fauteuil? On s'était débarrassé de lui tellement précipitamment, dans des moments de terreur tels que personne n'avait eu le temps de rassembler des photographies ou des souvenirs, et les détails de son adresse avaient été effacés par l'horreur de la séparation. Sa mère l'avait pris dans ses bras pour la dernière fois, puis elle s'était retournée pour s'évanouir dans les bras de son mari. Comme le train s'ébranlait dans la nuit noire, il ne put voir que le mouvement et la chute de sa mère, son visage blanc, ses yeux fermés, quand elle tomba inanimée dans les bras de son père. Par la fenêtre ouverte de l'express de nuit, il avait vaguement guetté les signes de son retour à la vie, à sa position normale. Il voulait revoir ses yeux lui sourire, et que son père agite la main pour le rassurer. Mais ils étaient restés embrassés, comme sculptés, dans un monument funéraire, sans une pensée pour lui semblait-il. Et tout ce qu'il avait pour se consoler, c'était un paquet de berlingots dans la poche de son manteau, au cas où il aurait le mal de mer en bateau, et l'adresse d'une pension, où on lui avait trouvé une place. Une dame âgée et muette avait été chargée de s'occuper de lui pendant le voyage. Il était attendu à Douvres par le représentant d'une organisation de réfugiés spécialisée dans le transfert d'enfants en Angleterre, hors de danger. On l'avait accompagné au pensionnat, et là, il avait connu Hartmann. Affronter encore une fois ce cauchemar, à côté duquel ses rêves actuels ne comptaient pas, le rendait malade et l'épuisait, au point qu'il s'identifiait trop physiquement à sa mère évanouie, mais au-delà, ou en deçà de cette image, il devait y avoir quelque chose de plus stable, de moins tragique, et c'était cela qu'il désirait si ardemment retrouver. Il se raisonnait, il n'était plus un enfant effrayé à présent, il était adulte. Pourtant, dans tout ce qui touchait à son passé, il était resté irrationnel. Il possédait des réserves inépuisables de terreur, ou plutôt d'horreur, qui s'ouvraient en dépit de sa volonté consciente. Il était toujours mal à l'aise sur un quai de gare. Avant chaque voyage, il devait lutter, même s'il entrevoyait un plaisir ou une distraction. C'est l'une des raisons pour lesquelles Hartmann lui était si précieux. Avec Hartmann, il ne pouvait rien lui arriver de mal. Hartmann était le garant d'un voyage sans danger. Son sourire interrogateur et pourtant très doux, son allure superbe, laissait entendre qu'il serait remarqué et aussitôt servi. Cela modifiait les frontières de l'échange, de sorte que Fibiche pouvait se sentir momentanément l'homme d'affaires important qu'il était en réalité, et que tout le monde considérait comme tel, capable de commander, de rejeter, de choisir, et, si le moindre détail ne lui convenait pas,
Il pouvait refuser, demander mieux. Tout cela était une illusion, naturellement, mais une illusion qui lui avait été bien utile à certains moments critiques. « Cela ne me convient pas, se disait-il, comme s'il faisait des exercices dans une langue étrangère. Il faut trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui corresponde davantage à mes goûts. » Mais, tout en s'exerçant ainsi, il continuait à accumuler les fétiches, à obéir à des superstitions mystérieuses, dont il était le seul à connaître la signification. Comme son appétit féroce était revenu, il se gorgeait de sucreries, mais il ne pouvait pas supporter qu'il y ait des berlingots dans la maison. Chez lui, il était préoccupé. Christine, apitoyée et navrée, voyait revivre l'adolescent absent, ardent et troublé qu'il avait attiré et retenu autrefois. Quand elle essayait de lui parler de Toto, il répondait comme si une immense distance les séparait. « Oui, oui, bien sûr, la BBC, excellent !» Ce qui signifiait « occupe-t'en, s'il te plaît. Tu as sûrement remarqué que je suis temporairement incapable de quoi que ce soit. Je t'en prie, sois la plus forte et entraîne-moi. » Ses mains tremblaient quand il se servait de son couteau, mais il mangeait avec voracité, comme s'il prenait des forces pour l'épreuve à venir. Pourtant, rien n'était exigé, rien n'était inéluctablement tracé. Il pouvait encore ne pas partir, rester tranquille dans son salon, bien au chaud, jusqu'à ce que cette folie lui passe. Il pensait en effet que c'était une forme de folie et il souhaitait recouvrer sa santé mentale. Et cette santé ne pouvait lui être rendue qu'en mettant la folie en déroute. À cette époque, il eut un rêve bizarre parce qu'ironique, et d'un cynisme apparemment hors de propos. Il rêva qu'il contemplait son cadavre ou son corps inconscient. Il se trouvait lui-même dans un petit groupe qui s'était rassemblé pour voir le spectacle. « C'est sa foi qui le soutenait, » disait l'homme à côté de lui. « Ou alors, c'était un grand acteur. » Un grand acteur. C'était d'une absurdité achevée, et il en rit le lendemain en y pensant. Mais il en fut troublé plus que de raison. En le voyant passer de la réflexion profonde à ce rire soudain, Christine lui demanda ce qui n'allait pas. « Il s'est passé quelque chose au bureau ? » ?»« Non, non. Tant que Hartmann sera là, il ne se passera jamais que tu ne saches déjà. » Cette réponse fit hésiter Christine. Elle n'avait jamais vu Fibiche exprimer, ni même éprouver, la moindre envie à l'égard des manières désinvoltes et dictatoriales de Hartmann. « Tu n'es pas fâché contre lui, n'est-ce pas ? Il me semblait que vous vous entendiez très bien dans le travail. »« Fâché contre lui ?» dit Fibiche épouvanté. « C'est mon meilleur ami, pourquoi serais-je fâché ? Parce qu'il n'est pas comme moi ? Parce qu'il est plus heureux de vivre que moi ? Mais voyons, c'est précisément pour ça que je l'aime. Il m'a sauvé la vie, pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Sans lui, je ne serais pas là. Nous ne serions pas là. Nous ne nous serions pas rencontrés s'il n'y avait pas eu l'attente de Hartmann. Comment pourrais-je lui en vouloir ? Je l'aime. » Cependant, la question avait été fatale. Fibiche fut forcé d'examiner sa conscience fragile et sa mémoire laborieuse pour trouver si oui ou non il avait le sentiment que Hartmann avait toujours régi sa vie. Il n'en trouva aucune preuve, mais l'exercice le perturba beaucoup et lui fit oublier temporairement son voyage éventuel à Berlin. Profondément troublé par l'image de son cadavre vu en rêve, Fibiche commença à s'éloigner de sa femme qu'il rendait responsable de sa nouvelle souffrance. Une sorte de conscience supérieure lui disait que cette nouvelle difficulté pouvait être surmontée, qu'il aimait réellement Hartmann, que sa femme, exceptionnellement, avait manqué de tact, mais qu'elle n'avait eu aucune mauvaise intention. Il se mit pourtant à rechercher la solitude et à éviter la compagnie de Christine. « Jusqu'à ce que je me sorte de là, » se promit-il. Christine le regardait tristement, mais s'abstenait d'intervenir. « Jusqu'à ce qu'il se sorte de là, »
pensait-elle. Un dimanche où le froid glacial et le silence régnaient sur Londres, où le faux printemps précoce n'était même plus un souvenir, Fibiche prit son chapeau, annonça à Christine qu'il reviendrait dans 1 heure ou 2 et sortit faire une promenade solitaire.